Bonjour et bonsoir, chers amis qui me suivez. Moi, c'est Mac Lushimba. Je reviens encore dans mon programme Franc Parler sur 5 médias. Je voudrais un peu parler toujours de la République démocratique du Congo. Je sais, on en a parlé. On va continuer toujours à en parler. Car les temps sont mauvais et le pays va mal. Et nos paroles et nos vidéos resteront dans l'histoire comme un témoignage pour que le peuple congolais et les acteurs politiques ne puissent pas dire que la crise qui est en train de se dérouler au Congo aujourd'hui n'était pas prévisible. Le danger n'était pas prévisible et que les Congolais n'en parlaient pas, ne lançaient pas de cris d'alarme, ne prévenaient pas, ne pleuraient pas, ne criaient pas. Il est difficile de tromper aujourd'hui parce que dans le passé on disait les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, les paroles restent et même les images mouvantes que nous appelons les vidéos. Ça va rester comme un témoignage dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour que les politiciens et surtout les gens au pouvoir ne puissent pas mentir à la postérité congolaise que ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de planifier dans les jours à venir n'était pas sanctionné par des gens qui voyaient déjà quel désordre, quelle hécatombe cela devait apporter. Et au centre de tout ça, vous savez, il y a un homme. Au centre de cette crise, en République démocratique du Congo, il y a un homme nommé Joseph Kabila, qui, après avoir goûté au pouvoir au Congo démocratique, il a senti que le pouvoir était tellement succulent et il ne veut pas lâcher. Et avec les gens qui l'entourent, ils sont en train maintenant de mettre en place, de fabriquer des plans et des stratégies pour rester au pouvoir éternellement, tout en narguant même les Congolais, tout en défiant tout le monde, tout en piétinant la Constitution qui est la loi mère du pays. Et dans tout ça, parce qu'ils savent qu'ils ont tout l'argent qu'il faut, qu'ils ont l'armée dans leurs mains, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas la destinée du peuple congolais. Car seul Dieu aura le dernier mot. Nous pouvons discuter de midi à 14 heures, à longueur de journée, dire les mêmes choses, nous contredire, nous aimer, nous détester. Oui, je sais que nous tous, nous le faisons, et ceux qui le font, justement, nous le faisons non pas pour promouvoir des hommes, bien que les acteurs politiques sont des humains, mais ceux qui le font d'un bon cœur doivent d'abord placer des idéaux patriotiques en avant et que les acteurs politiques doivent suivre les idéaux du pays, non pas placer les acteurs politiques en avant-plan et que les idéaux du pays soient bafoués, ou bien qu'ils viennent donc pour accommoder les caprices des politiciens. Comme je l'ai dit, plus besoin de reprendre les mêmes histoires. La vérité, c'est que Joseph Kabila est en train maintenant de tisser, de créer, de monter un royaume. Puisque nous devons appeler le chat par son nom. Joseph Kabila, aujourd'hui, veut se faire maintenant roi
de la République démocratique du Congo. Il est tellement ivre de pouvoir, sourd à tous les appels, et il est là. Il pense que bon, personne n'a le droit de lui dire le contraire, lui et ses collègues. On l'a vu nous tous. Ils ont fait sciemment pour ne pas respecter la constitution du pays et la gestion, c'est-à-dire emmagasiner les ressources qu'il fallait pour bien les répartir et les utiliser pour l'organisation des élections. Et un rapport est sorti venant de la République démocratique du Congo, un rapport publié par les médias occidentaux. Spécialement, il y a les radios et les télévisions de la Belgique qui ont parlé d'un certain Jean-Jacques Lumumba, qui travaillait dans une banque en République démocratique du Congo et qui était vraiment témoin de la magouille au plus haut sommet de l'État, qui a fait que le gouvernement, le pouvoir de Joseph Kabila, a pris tout l'argent, pillé les caisses de l'État, pillé même les caisses, là où on devait poser les fonds de la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, pour organiser les élections durant cette année. Kabila et son système ont pillé toutes les caisses. Pourquoi? Avec cette idée de ne pas abandonner le pouvoir. Et vous avez vu, il y a eu un dialogue dont la majorité des gens est en train de décrier. C'est-à-dire un dialogue qui était organisé, non pas en suivant donc les préalables qui étaient mis sur la table. Et je sais, il y a eu des contradictions, mais ici je fais appel à l'esprit honnête des intellectuels congolais. Puisque ce que nous savons, c'est que d'abord le dialogue n'était pas le bienvenu. Et à un moment donné, les jours passaient, rien ne se faisait, c'est-à-dire en ce qui concerne l'organisation des élections au Congo. Et les politiciens ont vu que le pouvoir, maintenant, cherchait à créer quelque chose. Le pouvoir insistait pour qu'il y ait dialogue. Et comme en politique, il faut toujours dialoguer. Mais il ne faut pas aller dialoguer sans savoir de quoi il est question. Sans mettre des préalables sur la table, c'est-à-dire lire l'esprit, ce qui est derrière la tête des gens qui veulent organiser les élections. Tout était clair. Même un Congolais lambda dans la rue, quelque part en République démocratique du Congo, savait et le sait encore que le dialogue avait et a pour but, même aujourd'hui, donc, de permettre à certains vautours de la majorité présidentielle, du PPRD, le parti de Joseph Kabila, pour créer donc des circonstances qui feront ce qu'il y aura référendum un jour, qu'on puisse donc déverrouiller la constitution du pays pour que Joseph Kabila puisse rester au pouvoir pendant des décennies. Donc, faire de Joseph Kabila le nouveau roi du Congo. Comme Mobutu s'était fait roi du Congo. Et ce qui est regrettable, c'est que les politiciens congolais n'apprennent jamais de leçons. Et l'opposition s'était bien regroupée. Et c'est d'ailleurs le sujet de trop de discussions sur le net. Tout ce qu'on s'était dit, il fallait que l'opposition soit soudée. Et c'était même le souhait de beaucoup de Congolais. Mais on a vu quelqu'un, la personne de Vital Kamerhe, donc, abandonner l'idée, donc,
d'une opposition soudée, unique, pour pousser le pouvoir, même s'il y aurait dialogue un jour, mais afin que les préalables soient maintenus, soient respectés, que les lois mères, les lois fondamentales de la République ne soient pas trafiquées. On a vu Vital Kamerhe avec un groupe de gens qui sont allés se mettre, donc je veux dire, avec les gens de la majorité présidentielle, les amis de Kabila, dans un dialogue que beaucoup de gens ont décrié. Mais les fanatiques de Vital Kamerhe avancent aussi leurs idées. Mais ce qui est vrai, c'est que Vital Kamerhe a un double langage. Bon, puisqu'il y a des vidéos, nous n'avons pas le temps de les faire passer chaque fois. Vital Kamerhe était un défenseur du dialogue. Il détestait le dialogue, je veux dire. Un homme qui disait qu'il n'y aura pas de dialogue. Il recommandait au peuple congolais de se lever, de marcher, de ne jamais donner à Joseph Kabila même un seul jour, une seule heure, une seule minute de lutter, de tout faire pour que, après le 19 décembre 2016, donc le 20, qui va suivre, que le peuple congolais accepte de se sacrifier, ne fût-ce que pour un seul jour, afin de changer l'histoire et l'avenir de ce beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo et entrer dans l'ère du bonheur. Mais malheureusement, on a vu la même personne, Vital Kamerhe, qui était un chantre du respect de la loi, de la Constitution, donc jouer maintenant ce que nous pouvons appeler au traître. Et elle est allée s'asseoir avec les gens. Et avant de s'asseoir, il y avait toute une liste de préalables. Et Vital Kamerhe, même un jour, je me souviens, s'était tenu en public en train de lire. Donc, la liste des préalables, parmi lesquels il fallait libérer les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, cesser les poursuites judiciaires fausses contre Moïse Katumbi. Beaucoup d'histoires là-bas. Il avait lu ça. Que l'UNC, son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, devait donc se tenir à ces préalables-là. Mais curieusement, les préalables n'étaient pas respectés par le camp présidentiel et on a vu Vital Kamerhe aller se mettre avec la grande majorité pour commencer leur dialogue. Et c'est sûr, ce qu'ils ont fait, au regard même des scientifiques, des critiques, des spécialistes de la politique congolaise, africaine, internationale, ça n'engage pas la majorité du peuple congolais. Ça engage un tout petit groupe de gens et de quelques fanatiques. Bien qu'il y a des discussions aujourd'hui, ce qu'on voulait me dire. Donc, un homme avec qui j'ai échangé, il ne comprenait pas pourquoi Vital Kamerhe, qui était bien dans ses bottes auparavant, a changé brusquement. Et je lui ai dit, bon, c'était très simple. Vous savez, quand on fait la politique, il faut se tenir à ses idéaux. La réponse à ce changement brusque de Vital Kamerhe est très simple. Le peuple congolais doit se rappeler qu'à un moment donné, Vital Kamerhe était parmi les premiers politiciens en République démocratique du Congo à se défaire, donc à créer une sorte de divorce avec le pouvoir en place. Vous vous souvenez, il était président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'était un truc, un jeu qu'il jouait avec Kabila,
pour faire semblant qu'il a quitté la majorité présidentielle, qu'il a créé son parti politique. Je ne sais pas s'ils avaient en tête ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vital Kamerhe s'était séparé de la majorité présidentielle, a fait son parti politique et il nageait lui-même, c'est-à-dire contre maintenant tout ce que le PPRD et la majorité présidentielle faisaient. Et les gens croyaient que, bon, c'était un opposant. Et il a fait parler beaucoup de lui à un moment donné. Et il croyait que cet élan allait évoluer, donc allait augmenter, donc se multiplier. Mais à sa plus grande surprise, il a vu que la politique de Kabila, ne changeant pas, a fait qu'il y a eu toute une cascade de démissions. Et parmi les gens qui ont démissionné, il y a eu des gros poissons maintenant, qui ont maintenant occupé l'attention de la presse, tant nationale qu'internationale. Et Vital Kamerhe, qui n'était plus dans l'avant-plan, il s'est senti relégué en arrière, presque aux oubliettes. Et c'est cela même qui a fait que, pour se mettre avec les membres de l'opposition, Vital Kamerhe a senti qu'il ne pesait plus, qu'il se perdait là-bas, son aura, qu'il avait donc un aura qui était vraiment tellement moindre. Sa lumière, donc, n'éclairait plus les idéaux politiques de l'opposition. Il y a eu des gros poissons qui ont maintenant occupé la scène politique de l'opposition. Et c'est ce complexe-là, sans franc, qui a fait que Vital Kamerhe, au lieu d'être franc et de dire que non, nous aimons le pays, comme nous travaillons pour le pays, restons dans cet élan pour d'abord pousser le gouvernement à partir, à libérer donc le peuple congolais des mains, des griffes du gouvernement de Joseph Kabila, du pouvoir de Joseph Kabila. Mais Vital Kamerhe a choisi de contourner donc les règles de jeu et il est allé s'asseoir en état de faiblesse avec un pouvoir dont la dictature a déjà été enfoncée presque aux 3/4 sous le sol de la République démocratique du Congo. Et ils ont fait un dialogue pensant qu'à la fin de ce dialogue-là, ils vont changer les choses. Et les fanatiques de Vital Kamerhe jusqu'à aujourd'hui sont en train de dire que ça ira, tout va changer. En tout cas, les choses iront. Nous sommes des intellectuels, nous ne pouvons pas nous époumoner, nous insulter et dire, donc descendre trop bas pour défendre cette cause. Laissons le temps au temps. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que Vital Kamerhe a fait, ça n'amène pas, ça n'honore pas les politiciens congolais. Ça montre que, malgré que les temps changent, les temps évoluent, les politiciens congolais, parmi eux, il y a toujours des déchets. Des politiciens sans idéal. Les politiciens du ventre, comme on les appelle, de la poche. C'est-à-dire qu'ils font la politique. Tu peux être pauvre matériellement, ça se comprend, mais quand tu deviens pauvre aussi spirituellement, mentalement, et c'est ce qui est grave. Et cette position de Vital Kamerhe, mes chers amis, on peut en discuter, mais sachez que ça n'amènera nulle part. L'histoire est en train de se répéter. Si la conférence nationale souveraine organisée au temps de Mobutu, qui a été bousillée par des traîtres de la trempe de Nguza Karlibond, avait réussi, le dialogue va réussir. Ça va donc conduire la République démocratique du Congo vers un lendemain meilleur et la consolidation de la démocratie. Sinon, l'histoire est en train de se répéter. Et vous avez vu, il y a eu une réunion à Luanda, la capitale de l'Angola, de présidents africains, membres de la SADC,
et de la conférence internationale des Grands Lacs, qui regroupe certains pays qui combattent le Congo jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu que des présidents, donc des grands éléments, acteurs principaux de la crise, des massacres en République démocratique du Congo tels que Kagame, Museveni, ils ne se sont pas pointés. Ils ont délégué des gens pour aller à cette réunion-là. Et après analyse, certains intellectuels congolais, moi aussi, nous avons compris que il y a une pression quelque part. Il y a une pression quelque part parce qu'aller s'asseoir à Luanda pour accepter de soutenir la dictature que Kabila est en train de mettre en place, cautionner cette dictature, ce serait s'attirer encore des problèmes, ajouter des problèmes à ce qui existe déjà. Et c'est dans cet état d'esprit que vous avez vu que des gros poissons tels que Museveni, Kagame, ont dévié. Ils ont délégué des gens. Et dans les discours de la fin, vous avez senti vous-même que le discours d'Eduardo dos Santos, le président angolais, donc, n'était pas en harmonie avec les paroles d'Idriss Déby, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Dos Santos, sur le bout des lèvres, a recommandé aux Congolais d'accepter de se mettre autour d'une table, que le dialogue, c'est-à-dire le dialogue qui était déjà en marche, qui était déjà fait, était un cadre idéal pour créer un climat d'entente et de paix en République démocratique du Congo. Mais Idriss Déby a dit qu'il y avait encore quelque chose à faire, que le problème n'était pas fini. Alors c'est ce qu'on dit en diplomatie, on ne peut pas blesser donc son ou bien ses partenaires, mais il faut savoir choisir des mots. Et je pense qu'Idriss Déby a choisi les mots pour dire que au Congo, les problèmes sont encore là. Et on nous apprend qu'au mois de novembre, donc il y a une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui viendra au Congo. Pourquoi? Pour réitérer toujours le même problème. Le problème du dialogue inclusif, tout en respectant la résolution de l'ONU que tout le monde a chanté, même Vital Kamerhe, 2277, qui devait être un dialogue inclusif. Mais on a vu Kabila a mis des mécanismes en place pour écarter certains politiciens sous prétexte qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais quand vous étudiez, vous analysez les choses sur le terrain, la plupart des accusations sont de fausses accusations. Tout ça pour écarter les adversaires gênants et rester avec les petits poissons qu'ils vont balayer et dominer. Le pays va mal. Et bien qu'on a fait le soi-disant dialogue, il y a des gens qui croient qu'il y aura élection, même dans 2 ans. Moi, je pense que c'est la comédie. Pourquoi je dis ça? Vous avez entendu Matata Ponyo, le Premier ministre, donc présenter le budget national de la République démocratique du Congo. Un budget qui est en dessous de la barre normale. C'est-à-dire le pays manque de moyens. Le pays a un déficit terrible pour combler certains trous et mener à bien donc certaines réalisations. Et cela nous montre déjà que les élections dont les gens disent « Oh, recensement, il y aura ça, en 2017 on va finir tout ça, et en 2018 il y aura élection présidentielle », ça n'aura pas lieu. Pourquoi? On a en place des prédateurs, les gens de mauvaise foi, et surtout ceux qui sont au centre. C'est la famille Kabila. Et dans tout ça, quand on voit un homme comme Vital Kamerhe, ressortissant de l'Est de la République démocratique du Congo,
c'est-à-dire ressortissant de la zone rouge, là où les tueries se font. Et c'est Vital Kamerhe qui devait se tenir pour bousculer Kabila. Parce que ce n'est pas un secret, beaucoup de gens savent. Il y a eu même des vidéos de Kivusiens et Kivusiennes qui ont crié, chanté, pleuré même que Kabila est complice dans les massacres qui se font dans la zone, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et on voit, c'est Vital Kamerhe maintenant, un fils de l'est du Congo, qui devait être un porte-étendard, un homme fort pour bousculer le gouvernement de Kabila, pour dire non, trop c'est trop. Tu tues mes frères, tu continues à les tuer en complicité avec le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi. Mais on voit, c'est Vital Kamerhe maintenant qui est en train de vendre ses frères de l'Est, qui est en train de se lancer dans une aventure, non pas pour sauver l'Est du Congo, mais pour maintenir Joseph Kabila et faire croire aux naïfs que le jeu qu'il vient de jouer, il va réussir. Et comme tout politicien, là, quand on sent qu'on a les poches vides, c'est pourquoi si je dis, c'est vraiment malheureux de faire la politique quand on a les poches vides, quand on est pauvre. C'est ça, le cas de Vital Kamerhe. Maintenant, aujourd'hui, il veut faire croire aux gens, après s'être laissé tomber dans les filets de Joseph Kabila, il veut maintenant accuser le rassemblement. Donc l'autre partie, là, la large partie de l'opposition, en créant des histoires. Non, ils s'étaient assis en catimini, ils ont fait ceci, ils voulaient me dribbler, moi j'ai fait ça. Non. Rien que des naïfs peuvent croire au raconteur de Vital Kamerhe. Parce que ce n'est pas un secret, on en a parlé, on en parlera encore. Joseph Kabila a contacté beaucoup de politiciens congolais en catimini pour les approcher, les amener dans le cercle du dialogue avec l'esprit de leur donner des postes. Et le poste principal, tant convoité, c'était la primature. Le poste de Premier ministre. Il a contacté beaucoup de gens. Et beaucoup de politiciens ont tenu au préalable. C'est-à-dire, oui, tu m'appelles, je peux aller m'asseoir avec toi. Nous pouvons nous organiser en tant qu'individus, partis politiques, pour nous mettre avec vous, les membres du pouvoir. Mais n'oubliez pas les préalables sur la table d'abord. La liste des préalables. Et c'est ce qui a fait que le pouvoir, après avoir parlé à beaucoup de gens, s'est rétracté. Mais Vital Kamerhe a ouvert les bras, la bouche, les yeux, et croyant avaler les autres politiciens, croyant dribbler les autres membres de l'opposition, il s'est dribblé lui-même. Et ce qui est pire, il a dribblé le peuple congolais. Parce que cette aventure qu'il est en train de tenter n'est pas pour le bénéfice des Congolais. Pas même l'histoire. Dans un avenir très proche, on verra quel jeu il est en train de jouer. Et la réponse sautera aux yeux de beaucoup de Congolais. La gouvernance au Congo, vous le savez, laisse à désirer, est négative. Il y a la corruption à tous les niveaux. Et les gens au pouvoir s'en foutent. Vous avez vu, il y a eu l'effondrement d'un building à Kinshasa. Un building, donc selon les dires, appartient au gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Mais rien n'est fait. Le building s'est effondré. Pourquoi? Parce que la construction n'était pas faite selon le respect des lois de l'architecture. Alors, comme ça s'est effondré, ce qui est un peu grave, c'est que le peuple était abandonné à lui-même. On a vu des mamans, des femmes, des enfants fouiller les décombres pour soutirer les morts. Aucun secours n'est venu les aider.
Aucun militaire, aucune ambulance, pas de pompiers, pas de secouristes. Tous les militaires, les policiers qu'on voit, ils sont toujours prêts pour aller tirer sur le peuple congolais, les tabasser, les tuer quand il y a manifestation. C'est-à-dire quand le peuple congolais est en train de demander le respect de la démocratie au pays. C'est quand vous allez voir ces militaires-là. Mais lors de cet effondrement de building de 5 étages, ils n'étaient pas là. Comprenez dans quel pays nous sommes en train de vivre. Comme je l'ai dit, la politique que Vital Kamerhe est en train de faire, c'est la politique de ce qu'on appelle donc, le complexe d'infériorité. Et ce qui n'est pas bien. Et ce n'est pas la raison, c'est-à-dire le manque d'argent, moi je pense que ne peut pas être une raison pour un politicien qui entre sur la scène politique avec des convictions, avec l'amour de la patrie. On a vu des gens comme Mandela. Mandela n'a pas commencé la politique en tant que millionnaire. Mandela n'avait pas beaucoup d'argent. Il a frisé la pauvreté, arrêté, plongé en prison là-bas, détenu pendant plus de 28 ans, pas plus ou moins 28 ans. On n'avait pas me dire que Mandela avait de l'argent. Il est sorti de la prison toujours avec un esprit fort, un esprit dur. C'est-à-dire, ce n'est pas une raison de vendre l'avenir de tout un peuple pour qu'on vous donne combien d'argent d'abord, combien de millions de dollars que vous allez utiliser pour en faire quoi, pendant combien d'années. Et vous voyez que c'est vraiment lamentable, la politique qui se fait en République démocratique du Congo. Et quand nous discutons, moi ce qui me cœure, c'est de voir que pendant cette crise, beaucoup de Congolais, même des gens qu'on respectait, qu'on croyait que ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont connaissance de la chose politique du Congo. C'est parce qu'ils aiment leur pays. C'est parce qu'ils veulent que la Constitution et les lois du pays soient respectées. Mais ce qui est regrettable, je veux dire, beaucoup de Congolais, la classe intellectuelle d'abord, s'est laissée dérouter. On a vu des gens qui parlaient de la Constitution, des lois du pays, baisser la garde. Ils commencent maintenant à supporter des individus au détriment de la Constitution. Ce n'est pas mauvais d'avoir un politicien qu'on aime, mais nous devons savoir que ce n'est pas le politicien qui doit nous conduire. Ce n'est pas l'idéologie du politicien qui doit être notre référence. Non. C'est la loi du pays et toutes les lois de la nation. C'est celles qui doivent définir notre combat et le comportement des politiciens. Si un politicien qu'on aime aujourd'hui abandonne la loi du pays, commence à aller en dehors de ce que dit la loi, à l'encontre de la loi, moi je pense qu'un intellectuel normal doit interpeller le politicien en question et l'abandonner carrément si le politicien ne veut pas entendre les cris d'alarme, si le politicien ne veut pas jouer franc jeu. Malheureusement, aujourd'hui, je vois, avec ce que Vital Kamerhe a fait, avec son groupe d'amis là-bas, il est allé tomber dans la gueule du baleine, qui est la majorité présidentielle. Et il pense qu'il va changer tout ça, lui avec un petit club d'amis. Non, parce que rien n'a changé. La présidence est la même, le Sénat est la même. Bon, regardez tout autour. Le Parlement, je veux dire, est en place, toujours le même, composé des gens de la majorité. C'est ici où tout est clair maintenant.
ou bien il est opposant et il va échouer, ou bien il fait semblant d'être opposant. Il fait partie de la majorité présidentielle. Il est rentré chez lui et maintenant, ils vont se retrouver là-bas pour jouer leur jeu afin de conserver le pouvoir et de maintenir Joseph Kabila comme le roi du Congo, comme je l'ai dit. Et je pense que devant tout ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo, il est du devoir de tout Congolais honnête, et surtout les intellectuels, parce que moi je m'adresse d'abord à l'élite intellectuelle, car c'est l'élite intellectuelle qui a le pouvoir de capter les informations du pays, de les comprendre et de les traduire par des discours et des actes qui feront comprendre au reste des Congolais de quoi il est question aujourd'hui, afin que, bien renseignée et enseignée, la masse peut être encadrée afin que nous puissions nous battre et gagner ce combat qui est la restauration de la démocratie en République démocratique du Congo. Et regardez, notre pays n'a jamais eu la chance d'avoir des dirigeants honnêtes. Ils disent autre chose quand ils ne sont pas au pouvoir. Mais quand ils montent au pouvoir, les richesses du Congo, ça enivre. Regardez le comportement de Kabila aujourd'hui. Il est devenu tellement ivre, sourd à tous les appels. Et quand il est en train de s'entêter, Mobutu l'a fait avant lui, on voit les gens en train de le soutenir. Et quand il va être mis dehors par le vent de l'histoire, c'est quand vous allez entendre les Congolais, non, non, c'est toujours notre président, il fut notre président, notre frère. Mais, chers frères congolais, nous devons savoir rompre avec cette habitude-là. Je me souviens, je parlais avec quelqu'un. Quand je critiquais le pouvoir en place, et on s'envoyait des messages. À un moment donné, quelqu'un a répondu, non, vous savez, moi je n'aime pas la politique, moi je suis un homme de Dieu. L'autre a répondu, moi je suis une femme de Dieu, il ne faut pas m'envoyer l'histoire là de politique. Non, pendant ce moment, nous voulons seulement prier. Prier seulement. Et vous êtes sûr que si vous ne faites rien sur le terrain, vous priez seulement et vous dormez, vous allez changer la situation politique au Congo? Non, soyons quand même sérieux. Cela me rappelle d'un sujet, mes chers amis, que moi j'appelle le christianisme à la congolaise. Nous devons changer, évoluer quand même. Mais vous n'allez pas me dire que le christianisme veut dire, donc, laisser le terrain maintenant aux malfaiteurs, à ceux qui volent, qui pillent, qui tuent vos parents, vos frères et sœurs, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, c'est-à-dire, vous n'allez pas, donc, vous n'allez rien faire. Vous devez laisser maintenant les bandits vous gérer et prier seulement et dormir, et vous comptez que Dieu va changer les choses miraculeusement au Congo démocratique. Non. Par contre, si vous suivez dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu, après avoir reçu des révélations de Dieu, ne sont pas allés dormir. Ils sont descendus sur terrain. Ils ont influencé la pensée, la foi de la multitude. Ils ont même sauvé des vies. Ils sont allés à l'encontre des dignitaires de ce monde, des rois, pour leur dire, le Seigneur a dit, tu dois faire ça. Beaucoup étaient emprisonnés, ils se sont battus, beaucoup étaient battus, tabassés, blessés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la révélation là-bas, toujours dans les sphères là-bas de la prière et de la récitation là-bas, je ne sais pas, des psaumes, et aller au lit dormir, non. Et je pense que nous devons changer les choses. Et tout ça, ça fait partie du changement dont le peuple congolais a besoin. Le peuple congolais a besoin du changement sur tous les plans. Vous dites, vous êtes des hommes de Dieu.
Vous ne voulez pas vous engager. Mais quand nous voulons suivre la réalité du terrain, beaucoup d'églises en République démocratique du Congo, d'églises qui se disent chrétiennes, tendent toujours les mains vers l'Occident, et principalement aux États-Unis d'Amérique. Là, ils cherchent des patrons, des sponsors pour leurs œuvres. Et vous pensez que les Américains, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Si les Américains avaient votre philosophie là-bas, c'est-à-dire vous priez, vous dormez, ils n'allaient pas avoir l'argent. Parce que le peuple américain travaille. Les pasteurs américains, l'église est organisée de manière à travailler. L'église, ça vient de l'État. C'est l'État qui contrôle les églises. C'est l'État qui pourvoit de l'argent aux églises. L'église, dans l'esprit des Américains, c'est une sorte d'ONG. Ça travaille. On voit les hommes de Dieu, quand il y a élection, comme c'est le moment aux États-Unis aujourd'hui, les hommes de Dieu pèsent. Ils défendent des valeurs qu'ils disent chrétiennes. Ils descendent sur le terrain pour dire qu'il faut voter et ne pas voter pour ce candidat. Pourquoi? Parce que ce candidat va à l'encontre de nos valeurs, des valeurs chrétiennes. Ils font campagne sur le terrain. Quand quelque chose ne va pas, ils se coalisent là-bas pour dire non ou bien oui à tel ou tel politicien. Mais quand vous me dites au Congo démocratique que l'église, non, vous savez, nous sommes l'église au milieu du village, nous ne voulons pas entrer dans ces histoires politiques là-bas, vous pensez que vous allez résoudre quoi? Dieu va vous demander. La religion, ce n'est pas synonyme de paresse, ce n'est pas synonyme de fuir vos responsabilités, non. Car Dieu sait que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas un monde parfait. C'est une école où nous devons nous buter à des difficultés. Pourquoi? Pour voir notre comportement. Dieu permet à ce que la situation soit dure, difficile, sur cette terre des hommes, pour voir notre comportement. Qu'est-ce que nous allons dire devant les problèmes, devant les difficultés? Qu'est-ce que nous allons faire devant les difficultés qui nous arrivent? Allons-nous nous ranger du côté des hommes justes, des hommes qui suivent la loi de Dieu, ou bien allons-nous nous ranger du côté des hypocrites, des méchants, qui vont encourager à ce que le mal puisse se multiplier? C'est ce que Dieu veut voir. Dieu n'a pas besoin des gens qui lisent, qui prient et qui dorment, non. Dieu a besoin des gens qui lisent sa loi, qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Ne dit-on pas que la foi sans œuvre, c'est une foi morte? Qu'est-ce que vous allez raconter à Dieu? Supposez que vous quittez cette terre demain. Dieu va poser la question. Vous étiez sur terre. Vous vous proclamiez homme de Dieu, c'est-à-dire mon homme. Devant les difficultés qui étaient là dans votre pays, qu'est-ce que vous avez fait pour chercher des solutions aux problèmes? L'homme fait l'image de Dieu. Nous devons chercher des solutions. Dieu connaît nos limites. Dieu sait qu'il y a de ces histoires là-bas, ça ne peut pas trouver de solution. Ça ne peut pas aboutir si tu ne te lèves pas, si tu ne marches pas, si tu n'agis pas. Ne dit-il pas le même Dieu qu'il ne faut pas prier? Lève-toi et marche. Lève-toi et agis pour voir si moi, ton Dieu, je vais t'abandonner ou je serai toujours avec toi. Comment est-ce que tu dois savoir que tu es un homme de Dieu, que ta foi travaille si tu n'agis pas? C'est dans l'action qu'un homme de Dieu doit voir qu'il est avec ou qu'il n'est pas avec Dieu. Donc, mes chers amis, excusez-moi, c'est pour cela que moi, j'ai toujours condamné ce christianisme à la congolaise, qui est là pour enseigner aux gens à fuir devant les responsabilités. C'est pour cela que vous laissez le terrain aux hommes du monde, aux margoulins, aux farceurs là-bas, aux escrocs, qui vous mènent là où la volonté de Dieu n'est pas, qui piratent le pays comme c'est aujourd'hui. En tout cas, nous devons changer beaucoup de choses.
Alors, ici, je pense qu'il faut lancer maintenant un message à tous les Congolais. Nous allons monter, nous allons descendre. Mais sachons orienter nos discussions et nos actions sur terrain. Défendons la loi d'abord et nos politiciens après. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire nous faisons passer nos politiciens devant. C'est-à-dire un politicien, même s'il est en train de violer la loi, parce que toi tu le mets devant. Tu le mets au-dessus de la loi. Et tu penses que ce politicien-là, s'il a la présidence aujourd'hui, il va respecter la loi? Non. Mettons nos politiciens en dessous de la loi. Checkons nos politiciens. C'est ça la différence entre les Africains et les Occidentaux. C'est pour cela, même aussi aux États-Unis, il y a des gens qui se disent j'ai la tradition de voter démocrate, mais je pense que cette année, je vais voter républicain. Et cette année, moi, je vais voter libéral. Pourquoi? Ce ne sont pas des fanatiques. Si c'était fanatique, un démocrate devait rester toujours du côté des démocrates, même s'il voit que les démocrates sont en train de mener le pays à la ruine. Un républicain devait rester républicain, dormir, fermer les yeux là-bas. Non, les Occidentaux ne sont pas comme ça. Ils votent là où il y a les intérêts. Non pas les intérêts des politiciens, les intérêts du peuple. Quel parti politique est en train de nous proposer un programme qui fera que nous allons en tirer bénéfice? Quel homme politique, de par son expérience, ses œuvres sur terrain, son discours par exemple, donc son environnement peut incarner, peut nous aider donc à avoir, à gagner nos intérêts, à mener une bonne vie, à vivre comme des humains, à faire progresser le pays. Voilà comment vos amis dirigent leurs pensées, comment vos amis font leurs choix, comment ils vont voter, comment ils soutiennent les politiciens. Mais au Congo, c'est le contraire. Vous soutenez des individus, même sans idéologie, parce que c'est ton ami, parce qu'il est de votre tribu. C'est quand j'ai discuté avec quelqu'un là-bas. Et j'ai senti, dans les discussions, il y a beaucoup de gens. Il est en train de supporter Joseph Kabila parce qu'on lui a dit que Joseph Kabila, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila, c'était un Mouloubakat. Il est en train de le supporter. Mais il sait très bien que Joseph Kabila est en train de devenir un dictateur dangereux. Il est en train de mener le pays à la ruine, dans la catastrophe. Mais le monsieur là, soi-disant intellectuel, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est Mouloubakat. Et Joseph Kabila, de par Kabila, le père, il est Mouloubakat. Ou bien Joseph Kabila est Moussoaili là-bas, Mtoka Kasongo, là-bas, c'est pas, c'est le Bahemba, tout ça chez Maman Sifa. Il est là, en train de le soutenir, en train de chanter. Vous voyez, il faut éliminer ces idées-là. Il faut vraiment les éliminer. La maturité d'un homme au Congo, d'un groupe d'hommes, d'un peuple, c'est quand cette maturité-là viendra le jour où, je vais dire, nous saurons nous mettre debout pour dire à nos frères qui font le mal que vous faites du mal. Le jour où nous saurons dire à nos frères, à nos parents, même à nos pères, au pouvoir, que non, ce que tu fais, papa, ce n'est pas bien. Mon frère, mon cousin, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Vous menez le pays vers la ruine. Au lieu de nos terres, vous savez que vos parents, les membres de votre famille, de votre clan, votre tribu, sont en train de mener le pays à la perdition. Mais comme ils appartiennent à votre ethnie, vous vous taisez là-bas, vous êtes les complices du mal. Et comprenez, c'est pourquoi les Congolais, nous nous plaignons. Comme des petits peuples là-bas qui ne savent rien, ils avancent, ils évoluent. Pourquoi ces peuples-là évoluent? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien, et ils ont envie d'apprendre. Ils apprennent facilement. Nous, nous croyons que nous sommes un peuple avancé. Les Congolais, toyebi, tonajua, si c'est un Congomani.
alors nous ne savons rien. Nous sommes orgueilleux au lieu de nous abaisser. Pour être honnête, cherchez à comprendre et à respecter la loi. Et vous verrez que ça ne demande pas trop d'intelligence. C'est la soumission seulement, la bonne foi, de laisser le mal poursuivre le chemin du bien. Ça dépasse tous les diplômes, les licences, les doctorats, les ingénieurats, et c'est ça même le secret qui fait que le pays sera bien bâti et le peuple va se réconcilier avec lui-même. Je vous remercie. N'oublions jamais de ne jamais trahir le Congo. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles